Bonsoir et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale après les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en France. Nous sommes en guerre, a déclaré le Premier ministre Manuel Valls. François Hollande a décrété 3 jours de deuil national car il faut dire que le bilan est lourd. 129 morts, un chiffre provisoire et évolutif selon le procureur de Paris. 352 blessés sont à déplorer, dont 99 en urgence absolue. 7 terroristes ont également perdu la vie. Un faisait l'objet d'une fiche S depuis 2010. 3 hommes ont également été interpellés en Belgique, alors que l'État islamique a revendiqué ces attentats. On fera le point dans un instant sur l'enquête. L'émotion est très forte en France, mais aussi dans le monde. Malgré l'état d'urgence décrété hier par François Hollande, plusieurs milliers de personnes se sont spontanément rassemblées à Paris, comme dans de nombreuses villes de province. Nous retrouverons Paul Bouffard en direct de la place de la République. Et puis le Parlement sera réuni en congrès à Versailles lundi. Le chef de l'État s'adressera aux parlementaires. Demain, il recevra les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que l'ensemble des dirigeants de groupes parlementaires et des partis politiques, y compris le Front National. Décryptage et analyse de cette situation inédite jusqu'à 22h45. Pour m'accompagner sur ce plateau, mes invités ce soir, Alain Joyandet, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également sur ce plateau Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre, sénatrice socialiste, représentant les Français établis hors de France. Vous nous direz dans un instant à quel point l'émotion est également forte à l'étranger. Et puis Jérôme Sainte-Marie est également sur ce plateau. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Président de Polling Vox. Je le disais donc, l'émotion est très forte, mais on en sait également un peu plus sur le déroulé de ces attaques simultanées, coordonnées, qui ont endeuillé hier la capitale et les abords du Stade de France. Elles seraient le fait de 3 équipes de terroristes. Le point sur l'enquête avec Sophie Normand-Couturier. Les terroristes étaient des hommes aguerris et parfaitement entraînés. 7 se sont finalement fait exploser. Depuis hier soir, les équipes de la police technique et scientifique sont à pied d'œuvre pour tenter de les identifier. Qui sont-ils? L'enquête ne fait que débuter, mais déjà un des terroristes du Bataclan a été formellement identifié. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 à Courcouronnes, dans l'Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation. Par ailleurs, un passeport syrien a été retrouvé. Il appartenait à un migrant enregistré lors de son arrivée sur une île grecque en octobre. À proximité du corps du kamikaze qui s'est fait exploser à 21h20 au Stade de France, a été découvert un passeport syrien au nom d'un individu né en septembre 1990 en Syrie. Cet individu n'est pas connu des services de renseignement français. Des terroristes parfaitement organisés, très probablement 3 équipes coordonnées, lourdement armées de kalachnikov et de ceintures d'explosifs destinées à faire un maximum de victimes. De 21h20 à 21h53 hier, en une demi-heure environ, 6 sites sont visés, principalement dans les 10 et 11e arrondissements parisiens, mais aussi à Saint-Denis. 3 kamikazes se font exploser à proximité du Stade de France au cours du match France-Allemagne. À Paris, ce sont plusieurs terrasses de cafés et de restaurants qui sont balayées par des centaines de tirs de mitraillettes. Bilan, au moins 40 morts. Le carnage ne s'arrête pas là. Au Bataclan, en plein concert, 3 hommes armés à visage découvert ouvrent le feu sur les spectateurs. Ils évoquent la Syrie et l'Irak. La prise d'otages dure près de 2 heures avant l'assaut des forces de l'ordre. Cette attaque la plus sanglante fait au moins 89 morts. Une des voitures des assaillants retrouvées devant la salle de concert était immatriculée en Belgique. Ce matin, 3 personnes ont été interpellées à Bruxelles. Elles n'étaient pas connues des services de renseignement. On va tout de suite retrouver Paul Bouffard en direct de la place de la République. Comme il y a 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, des rassemblements spontanés ont lieu, Paul, malgré l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Oui, recueillement ici à la place de la République en plein cœur de Paris. Malgré l'interdiction de se rassembler, il y a quelques secondes, des policiers avec un haut-parleur demandaient aux gens de se disperser pour leur sécurité. Des Parisiens qui viennent quand même se recueillir, des bougies par centaines, des messages, des fleurs et des messages. Donc la vie continue. C'est ce que me disait Yves, un Parisien de 69 ans. Pour lui, c'est inadmissible de ne pas pouvoir se rassembler, rendre hommage aux victimes. C'est continuer de vivre. On doit ça à leur mémoire, me disait Yves. Et puis il y a Jasper, 24 ans. Il habite à 5 minutes d'ici. Toute la nuit, il a entendu les sirènes et les coups de feu.
Eh bien, lui, il avait des amis au Bataclan. Il a même perdu un de ses professeurs décédé lors de l'attaque. Lui, c'était logique aussi d'être ici. Il y était là il y a 10 mois, après les attentats de janvier. Il me disait que son sentiment est décuplé ce soir, ici à la place de la République. Merci beaucoup Paul. Et puis un peu partout en France, ces images, on vient de le voir, qui nous en rappellent bien entendu d'autres. Cette mobilisation spontanée, vous le voyez, dans ces villes de province, de nombreux rassemblements à Lille, Grenoble, où on a vu des messages de solidarité spontanés avec des fleurs et des bougies. On commence notre débat ce soir, Hélène Conway-Mouret. On vient de le voir avec tous ces messages de solidarité spontanés. Vous qui représentez les Français de l'étranger, on voit également cette solidarité qui se manifeste à l'égard de la France dans le monde entier avec des bâtiments illuminés aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Vous avez notamment eu beaucoup de Français de l'étranger en ligne. Ils sont inquiets. Oui, absolument. C'est vrai que quelque part c'est rassurant et en même temps cela démontre que l'émotion et l'angoisse est partagée dans le monde entier, ce qui peut-être peut nous signaler que l'État islamique est bien isolé dans sa terreur et dans les valeurs qu'il veut défendre par rapport à l'ensemble du monde qui réagit avec effroi. Et c'est vrai que les associations, les élus, les conseillers consulaires, les postes sont tous mobilisés et nous avons bien sûr, ces Français sont connectés, ils parlent entre eux par le biais des réseaux sociaux qui sont très actifs et c'est pour cela qu'il est très important aussi d'envoyer des messages rassurants, d'avoir des consignes officielles sur ce qui se passe réellement parce que quand on est un peu loin, on imagine d'autres choses et l'angoisse peut grandir. Donc ce que nous faisons depuis ce matin, c'est d'envoyer des consignes à la fois à nos communautés, et cela est fait par le biais des postes, mais également de rassembler tout ce qui se passe dans le monde, des rassemblements de milliers de personnes, où j'ai reçu juste avant d'arriver, je lisais cela dans le taxi, c'est dans la ville de Dublin que je connais très bien pour y avoir vécu de nombreuses années, eh bien 9000 personnes se sont rassemblées, et là les élus nous disaient que les étudiants Erasmus étaient dans la rue et qu'ils étaient heureux de pouvoir partager avec les Irlandais, de voir que les Irlandais étaient avec eux et qu'ils ne voulaient surtout pas rentrer chez eux. Donc c'est une émotion partagée et de se dire que eh bien, nos valeurs sont les bonnes. Pierre Conessa, alors bien sûr il y a cette pensée aux victimes et puis Je peux revenir une minute. J'ai pas vu la solidarité des pays du Golfe, moi. Non, on a la solidarité habituelle des pays occidentaux qui soutiennent nos valeurs, etc. J'ai vu le communiqué saoudien. Je veux dire, ils condamnent quand même les Oui, ils condamnent avec un formulaire qui était probablement enregistré sur traitement de texte. Je veux dire, c'est une non-condamnation. Et donc, il faudra revenir sur cette question centrale, qui est aujourd'hui revenir aux racines de ce phénomène. Et effectivement, il ne faut pas se satisfaire du fait que la chancelière nous soutienne, que le président des États-Unis nous soutienne, etc. C'est la communauté occidentale. Et effectivement, il y a les Asiatiques, il y a les Russes, mais aujourd'hui, moi, mon problème central, c'est comment les pays qui soutiennent Daesh, sans le dire, ont réagi. Alors, puisque Pierre Conessa en parle, Alain Joyandet, effectivement. Alors, il y a forcément certains pays qui soutiennent Daesh sans le dire. Quelle doit être la position de la France vis-à-vis de ces pays ? Si on parle de l'action de la France à l'extérieur, je ne veux pas rentrer dans le débat qui pourrait durer longtemps, qui vient d'être engagé, mais pour dire les choses très, très simplement sur l'action extérieure de la France, je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on définisse la vraie priorité. Depuis des mois, nous sommes un certain nombre à dire que la cible numéro 1, c'est Daesh, que nous devons travailler avec les Russes, que nous ne devons pas, entre guillemets, faire trop d'analyses marginales pour savoir si les Russes attaquent vraiment Daesh ou pas vraiment Daesh. Les Russes viennent de subir aussi un deuil national avec un avion qui vient de tomber. 224 citoyens russes sont morts également. On est donc bien dans le même camp que les Russes. Il faut arrêter aussi de poser le problème de Bachar el-Assad. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il ne doit pas partir? Si Bachar el-Assad doit partir, il partira à un moment donné. Mais enfin, il ne faut pas en faire. Il ne faut pas. En tout cas, il faut pas en faire un préalable. Il faut pas en faire un préalable à l'action contre Daesh. Tous ceux qui veulent lutter pour la liberté doivent travailler ensemble. Avoir deux coalitions en Syrie aujourd'hui, c'est pas sérieux. Tous ceux qui veulent travailler ensemble pour la liberté doivent s'unir. Et la priorité des priorités, c'est Daesh. Le reste,
ne doit plus faire partie du débat. Depuis des mois et des mois, je le dis, nous le disons, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à réviser notre diplomatie. Ouais. Hélène Conway-Mouret, rapidement, ce tirage. Oui, certes, mais je crois qu'il faut que nous nous posions aussi, nous, des questions sur l'échec de l'éducation en France. Enfin, parmi ceux qui étaient hier soir avec des kalachnikovs à la main et qui ont tué, il y avait des Français. Ce sont des jeunes qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France et qui un jour sont capables de se faire exploser. Donc, à un moment, je crois qu'il faut que nous nous posions aussi des questions et regardez à l'extérieur, vous avez tout à fait raison. Il y a aujourd'hui, en effet, au niveau international, des questions à poser. Mais je crois qu'il ne faut pas poser les mauvaises questions ou ne pas se passer de poser les questions aussi sur nos échecs collectifs et d'avoir une réflexion collective sur ce qui ne marche pas en France et pourquoi des jeunes sont capables de faire cela aussi. Quand on parle d'éducation, on est quand même sur du long terme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Que devons-nous faire au plan intérieur, sur le plan politique, et que devons-nous faire sur le plan extérieur, dans l'urgence? Absolument, il y a l'urgence, mais il y a le long terme. L'éducation, bien sûr, mais c'est du long terme. On va faire agir Jean de Sainte-Marie, qu'on n'a pas encore entendu sur ce plateau. Jérôme, c'est vrai qu'il y a eu quand même cette déclaration de Manuel Valls. Nous sommes en guerre, hein, donc on a vu la détermination du Premier ministre. Mais est-ce qu'il y a un message brouillé de la part du gouvernement vis-à-vis des pays qui soutiendraient Daesh? Oui, le contenu de l'intervention du Premier ministre n'était pas d'une immense densité. On peut toujours prendre des postures effectivement martiales. On l'avait déjà fait après à Charlie Hebdo. On a changé un certain nombre de lois. On s'en est pris à des gamins dans les écoles parce qu'ils étaient censés faire ceci et cela. Mais on a évité, après Charlie Hebdo, les questions politiques et notamment les questions de politique étrangère. Là, c'est un peu l'anti-Charlie Hebdo, je pense, dans l'opinion. Ça va être tout à fait différent. L'émotion orchestrée par ailleurs très largement après Charlie Hebdo avait recouvert tous les questionnements politiques. Aujourd'hui, ces questionnements politiques vont refaire surface. Je pense que ce qui s'échange sur ce plateau est tout à fait symptomatique des débats qui sont devant nous, avec deux éléments centraux, je pense, pour les Français. La première, en termes d'opinion, c'est certainement la question des migrants. Et la crise migratoire de l'été, l'attitude. Oui, puisqu'on l'a vu, voilà, il y a un des migrants, un des terroristes qui possédait la question est posée partout, on le sait bien. Un passeport syrien enregistré en Grèce. Et puis par ailleurs, pour une fois, je pense que la politique étrangère de la France va faire l'objet d'un débat sérieux, y compris dans l'opinion. Et je pense qu'effectivement, la politique systématique de destruction des États arabes auxquels la France a collaboré aujourd'hui est payée très cher. Ouais, Pierre connaît ça, on l'a dit. Hein, tous les spécialistes du terrorisme prévoyaient de nouvelles attaques, des nouvelles attaques finalement prévisibles, mais aussi imparables. Que pensez-vous de ce nouveau mode opératoire des terroristes? Je crois qu'on a changé effectivement d'époque. Il y a encore un mois, on parlait beaucoup de loups solitaires. Là, on s'aperçoit que les loups solitaires chassent en meute et en meute organisée. Que la simultanéité et le degré d'organisation montrent qu'effectivement, on a à la fois des apports extérieurs et en même temps une capacité, un réservoir intérieur, qui connaissent bien la société française et qui savent vous taper pour faire le maximum de morts et avoir le maximum d'effets médiatiques. Maintenant, moi, j'étais la semaine dernière en prison avec des salafistes djihadistes. J'utiliserai ce terme salafiste djihadiste parce qu'encore une fois, je veux absolument que les musulmans français ne se sentent pas concernés dans ce débat. Et je m'étonne d'ailleurs que dans aucun des débats auxquels j'ai participé, il y ait des représentants de la communauté musulmane. Ça, je le signale pour l'ensemble des médias, si ça peut être relayé. Aujourd'hui, nous avons une mouvance islamiste qui s'appelle les salafistes, dont l'origine est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, vous savez, c'est très bon client, qui pratique exactement les mêmes rituels que Daesh, les décapitations, les coupages de mains, l'oppression des femmes et l'interdiction des autres religions. Et nous nous battons contre Daesh pour défendre l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que nous nous battons pour défendre le docteur Frankenstein contre son monstre. Bon. Donc, il y a un moment où moi, je suis un peu en désaccord avec vous. Je pense que c'est une guerre sunnite-chiite, aujourd'hui, qui déchire le monde arabo-musulman. Il y a 7 États de la région qui sont aujourd'hui divisés par cette guerre. Et que dans une guerre de religion, nous n'avons aucune légitimité à intervenir. Parce que nous ne sommes pas les chevaliers blancs catholiques. Au contraire, si vous regardez la structure des forces qui agissent contre Daesh, vous avez 12 États de l'OTAN et vous avez 5 pays de la région. Ça veut dire que nous sommes à nouveau engagés dans une croisade. Et je ne comprends pas l'attitude des dirigeants occidentaux. Ouais. Avant de poursuivre ce débat, on va retrouver Paul Bouffard, toujours en direct de la place de la République. Paul, vous êtes avec des témoins qui sont venus pleurer les morts de ces attentats. Oui, Delphine, je suis avec Hugo et Paul, deux jeunes Parisiens qui habitent dans le quartier et qui sont venus se recueillir devant la colonne de la République. C'était important de venir ici? Bah ouais, plutôt ouais. Ouais, c'est important parce que on est Parisiens. Ça nous touche parce qu'en plus on vient du quartier. Vu l'ampleur des morts et des blessés qu'il y a eu, c'est sûrement, comme ils étaient jeunes, des amis d'amis ou des personnes qu'on connaissait sans vraiment connaître ou dans notre entourage plus ou moins proche.
Et donc c'est important qu'on montre qu'on sorte, quoi qu'il arrive, qu'on n'a pas peur. Les policiers vous ont demandé de se disperser là, il y a quelques secondes, on reste là. Bah oui, on reste là. Après, on va peut-être pas trop tarder non plus, parce qu'on va pas forcer les choses. Mais c'est important qu'on sorte, qu'on montre qu'on reste unis et soudés. C'est pas que comme sur les réseaux sociaux, mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est aussi sortir et montrer qu'on est là pour le bleu, blanc, rouge. Vous êtes venu poser des bougies, je crois aussi. Hein. Ouais, pour ma mère aussi, elle est venue poser des bougies. Toute la nuit, vous avez suivi les événements à la télévision, peut-être dans le quartier, vous avez peut-être entendu des coups de feu. On n'a pas entendu de coups de feu, mais on a entendu beaucoup de sirènes passer, revenir, passer, revenir. Mais on n'a pas entendu de coups de feu, on était un peu trop loin. Ça ne nous a pas empêché de suivre et de vivre. On a essayé de vivre au plus près ce que d'autres pouvaient vivre, et en étant de leur côté, en les supportant le plus possible. Merci Hugo, merci Paul. Voilà Delphine, 2 jeunes Parisiens qui sont venus ce soir se recueillir à la place de la République. Merci beaucoup Paul. Hélène Conway-Mouret, une réaction à ce que disait Pierre Conessa. Il va falloir peut-être une clarification ou du moins une inflexion dans la politique syrienne. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il faut en effet se poser des questions pour régler le court terme, vous avez raison, mais le long terme aussi. Parce que je crois que l'on paye aujourd'hui des politiques qui ont été mises en place il y a 20 ans, il y a 10 ans, et qui n'ont pas marché. Mais personne ne les a remises en question. Et aujourd'hui, nous avons un problème. Donc je crois qu'il ne faut pas se passer d'essayer d'éviter à l'avenir que les mêmes problèmes se repassent. Quant à la politique étrangère de la France, bon, à la Commission des Affaires étrangères, nous auditionnons le ministre régulièrement, le ministre aussi de la Défense. C'est vrai qu'il y a un certain consensus, et ça a toujours été le cas au Parlement, en tout cas, sur une politique étrangère qui a une certaine cohérence, une certaine clarté, notamment pour les négociations sur le nucléaire iranien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas se passer, en effet, de revoir globalement, de poser en effet les questions quant aux différentes coalitions, qui sont nos amis et qui sont véritablement nos ennemis. Ouais. Alain Joyandet, est-ce qu'il y a un double jeu de la France vis-à-vis notamment de l'Arabie Saoudite? On sait que François Hollande s'est entretenu avec le roi qui a dénoncé quand même des actes odieux. Hein. Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté sur la politique, enfin dans les relations avec un certain nombre d'États. Je suis d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure. D'ailleurs, on n'est pas vraiment en contradiction. Hein. Je voulais faire une clarification en ce qui concerne nos alliés, ceux qui sont nos alliés, ceux qui ne sont pas nos alliés. Vous avez abordé un autre sujet, c'est est-ce qu'on doit s'occuper du problème, hein? Sunnite, chiite, vous êtes aussi sur le fond du dossier. C'est-à-dire, est-ce que c'est le rôle des Occidentaux d'essayer d'arbitrer des conflits entre les sunnites et c'est une vraie question. Les Saoudiens n'ont jamais eu l'intention de s'impliquer en Irlande entre les catholiques et les protestants. Mais je voudrais quand même revenir sur le sujet de la politique intérieure aussi, parce que évidemment qu'on est dans la compassion aujourd'hui, évidemment qu'on est dans l'unité nationale, et moi je soutiens vraiment de toutes mes forces de républicains le président de la République, le gouvernement, dans tout ce qui va être fait pour assurer la sécurité des Français. Mais de la même manière que l'on est comme ça en soutien tellement fort, on se pose des questions, et donc on ne peut pas non plus ne rien dire, faire la langue de bois. Il faut bien poser un certain nombre de questions. On voit bien que l'enquête montre qu'on a un passeport syrien. On a parlé de Schengen depuis longtemps. Vous savez bien que quand on passe Schengen à l'extérieur de l'Europe, on arrive en France, il n'y a plus de frontières. Est-ce que c'est une vraie question? Je crois qu'on va remettre en place, évidemment, les contrôles aux frontières. On a vu aussi qu'un autre a une fiche S depuis un certain temps. Depuis 2010, donc je pense qu'on est dans un moment, où on va aller forcément beaucoup plus loin. Parler de guerre aujourd'hui, moi j'ai parlé de guerre il y a 6 mois. À l'époque, quand certains d'entre nous parlaient de guerre, on nous disait... Alain Joyandet, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'esprit Charlie, selon vous? C'est pas qu'il n'y a pas d'esprit Charlie, si, parce que j'espère qu'il va subsister, mais parce que c'est la République. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a quelques mois, quand un certain nombre d'entre nous disaient c'est la guerre, on nous disait ça y est, le Front National a fait des émules. Bon, la guerre, on le voit bien, c'est crescendo. Et puis la technique, on regarde ce qui se passe depuis 20 ans sur le terrorisme, la technique est toujours la même. Un attentat, après les choses redescendent, on a l'impression que ça va s'arrêter, les auteurs d'attentats attendent un petit peu, fourbissent d'autres armes, d'autres stratégies et reviennent. Donc je pense qu'hélas... Je crois que d'ailleurs vous devez nous quitter dans pas longtemps, alors peut-être une dernière réaction. Non, moi ça va, je peux rester. Oui, alors, non, la technique terroriste est un peu en amont. On fait une provocation,
Et évidemment, notamment dans les démocraties, vous avez à ce moment-là un grand élan politique disant ça ne se passera pas comme ça, on va envoyer l'armée, etc. J'ai en tête par exemple le début de la guerre d'Algérie. L'assassinat des époux Monroe, 2 instituteurs qui partaient dans les Aurès prendre leur poste. Le bus est arrêté par les Félagas, ils sont assassinés. Grand émoi politique, comment ça ne se passera pas comme ça? D'ailleurs, on va envoyer l'armée, vous connaissez la fin de l'histoire. À chaque fois que des démocraties ont réagi à des attentats terroristes par des moyens militaires, à chaque fois ça a été une erreur. Et on a arrêté les attentats terroristes que par des négociations politiques. Le terrorisme algérien s'est arrêté avec l'indépendance. Quand on a eu les attentats de 84, il a fallu entamer des négociations avec les Iraniens. Et on est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, la différence, à mon sens, c'est que on n'a pas à intervenir en Syrie et en Irak parce que, encore une fois, les caractéristiques du conflit sont des caractéristiques sur lesquelles nous n'avons aucune puissance et aucune légitimité. Je vous dis, est-ce qu'on aurait imaginé que les Syriens viennent intervenir en Irlande pour séparer les catholiques et les protestants? Non. Mais implicitement, on se donne la fonction de de porteur des valeurs. Ce qui choque le plus les salafistes aujourd'hui, moi c'est ce qu'ils m'ont dit en prison, c'est justement ce double standard et l'hypocrisie de ce discours des droits de l'homme. On donne des leçons à la planète entière, sauf à l'Arabie Saoudite. Quand vous voyez sur un site salafiste 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, vous avez résumé en une phrase l'ambiguïté de la diplomatie occidentale. Et j'en termine sur un point qui est très important. Quand on a voté la résolution, je crois 1793, pour l'interdiction de survol aérien, les pays qui ont voté pour représentaient 9% de la population mondiale. Et ils parlaient de la communauté internationale. Nous ne sommes plus la communauté internationale. Il faut qu'on arrête de penser ça. Ouais. Alors, avant de poursuivre ce débat, en attendant, la France est donc réveillée ce matin en état de choc au lendemain, je le disais, des attentats les plus meurtriers de son histoire. La capitale parisienne est désormais sous haute surveillance. Commerces, écoles, musées, salles de spectacle ont été fermés toute la journée, comme des manifestations qui ont été annulées. Et la plupart des institutions publiques font désormais l'objet de contrôles renforcés. Louis Sibyl. Visage fermé, visage consterné, visage triste. Je me dis que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Et oui, je suis triste. Je pense à tous ceux qui sont morts hier. Oui, je suis triste. Paris offre un autre visage ce matin. Beaucoup de rues vides, des policiers qui patrouillent, des militaires postés devant les sites sensibles. Devant l'Assemblée nationale, la tension est palpable. À 2 pas du Sénat, le jardin du Luxembourg est fermé. Consigne de la préfecture, la plupart des grands sites touristiques sont aussi fermés, comme le Louvre. En fait, il a ouvert et après ils ont décidé de fermer le musée finalement. Ou encore la Tour Eiffel pour une durée indéterminée. On comprend que c'est un deuil national depuis 3 jours et que tous les sites touristiques vont être fermés, mais c'est vrai que c'est malheureux. Voilà, on voit tout ça fermé, on voit Paris qui baisse un petit peu la garde et ça fait mal. Fermés encore tous les équipements de la ville. Les écoles, les universités, les piscines. Toutes les compétitions sportives du week-end sont aussi suspendues. On est samedi et pourtant les grands magasins n'ont pas ouvert leurs portes. Et même les marchés extérieurs sont fermés, comme dans cette rue du 12e arrondissement. Ça fait 40 ans que je suis là et c'est la première fois que le week-end il n'y a pas de marché. Donc ça fait bizarre. Surtout que je les ai vus tous remballer le matin, vers 6h30. C'est dur. Toutes les manifestations publiques sont interrompues jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, la France entame son premier jour de deuil. Philippe Juvin nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir, député européen. Vous êtes maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Et vous êtes également médecin à l'hôpital Pompidou à Paris. Alors vous allez nous dire un peu dans un instant comment se passe le soin de ces nombreux blessés. 352, c'est ce qu'a dit le procureur de la République de Paris. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui s'est également exprimée cet après-midi à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel. Elle a exprimé son soutien aux victimes, on l'écoute. Dès hier soir, en ma qualité de garde des Sceaux, j'ai saisi le service d'aide aux victimes et nous avons mobilisé nos partenaires associatifs et institutionnels. Le parquet de Paris s'attache à identifier les victimes et c'est un travail qui demande un peu de temps, mais surtout une très grande rigueur. Nous assurons un accompagnement personnalisé. Nous veillons à ce que, dans ce moment d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété, nous puissions apporter aux familles de victimes les réponses nécessaires pour faire face aux nécessités des démarches administratives, des formalités et prendre en charge les déplacements de familles qui résideraient en province.
Philippe Juvin, on le voit, cette prise en charge des victimes, c'est particulièrement sensible. Comment ça s'est passé alors au service des urgences de l'hôpital Pompidou? On a vu 352 blessés, 99 sont dans un état d'urgence absolue. Ce sont les mots du procureur de la République de Paris. Enfin, ça a commencé hier à 23 h où j'ai reçu un appel comme quoi le plan blanc était déclenché. Donc je me suis rendu dans le service. Qu'est-ce que ça implique ce plan blanc pour les téléspectateurs? Ça signifie que l'hôpital est mobilisé, on rappelle tout le monde, tous les gens qui sont de repos chez eux, on libère les blocs opératoires, on vide les urgences des patients qui peuvent attendre le lendemain et on mobilise tout le monde. Et puis les patients, il ne s'est rien passé pendant 2 heures et à 2-3 h du matin, brutalement, on a vu arriver 50-60 personnes, tous gravement atteintes en fait de plaies par balle, un quart avec un pronostic vital engagé. Et puis une nécessité de les trier parce qu'ils arrivaient par paquets comme ça un peu. Ils arrivaient comme ils pouvaient arriver, les pauvres. On n'a déploré aucun décès, heureusement, depuis maintenant 18 heures de recul, avec peut-être un patient qui est plus grave, dans un état plus préoccupant que d'autres. Il y a encore des patients qui doivent être opérés, qui sont en cours d'opération. On traite ceux qui existent, qui sont là, on soigne ceux, on empêche les gens de mourir. Et on prend en charge aussi les traumatismes psychologiques, puisqu'on a eu beaucoup de patients la garde des Sceaux, qui ont été faiblement blessés au plan corporel, quelques-uns, mais qui en revanche étaient extrêmement marqués par ce qui s'est passé. Sans parler des équipes qui ont vécu quelque chose de difficile. Effectivement, comment réagissent les équipes? Est-ce qu'elles sont préparées? Est-ce qu'elles sont prêtes à accueillir ce type quand tout le monde parle du plan blanc, c'est certes la mobilisation générale, mais c'est surtout le fait que les équipes sont prêtes et nous faisons régulièrement des exercices pour pouvoir faire face à l'afflux de 50 personnes, ce qui est évidemment tout à fait inhabituel. Il se trouve que quelques exercices avaient été faits récemment, ce qui peut-être nous a un peu aidés. Et c'est probablement aussi pour ça, parce que nous sommes rentrés dans une sorte de travail un peu automatique, que ça s'est bien passé. Aussi parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider, beaucoup de médecins généralistes du coin, qui ont frappé à la porte et à minuit, qui sont venus nous voir me disant « Est-ce que je peux vous aider ?» J'ai un couple de médecins de Bretagne qui étaient en vacances à Paris et qui tous les deux sont sortis de leur hôtel, sont présentés. Donc on a utilisé tout le monde, on a pu monter en puissance très rapidement. C'est probablement pour ça qu'on a pu en sauver autant. Ouais. Et de quoi souffrent les blessés exactement? Est-ce que c'est quasiment des victimes de guerre? À 90% sont des blessés par arme à feu, c'est-à-dire qu'ils ont été blessés par les tirs. Certains avaient encore les munitions dans leur corps. Les balles étaient présentes. Certains souffraient de plaies du thorax, d'autres de plaies de l'abdomen, beaucoup de traumatismes des membres aussi, beaucoup d'os cassés, beaucoup de gens qui avaient tout en même temps. Et puis, en fait, on dit souvent c'est de la pathologie de guerre. Oui, d'une certaine manière, puisque ce sont des armes de guerre qui créent ça. Mais en fait, dans notre métier, on voit des pathologies comme ça souvent, mais on voit une personne en même temps. Là, il y en a 50 qui sont arrivés d'un coup. Et elle est là, la caractéristique. Et le fait que le plan blanc, c'est-à-dire en fait une équipe très rodée, soit indispensable. Donc voilà, je n'ai pas pu remercier tous les médecins qui sont venus nous aider cette nuit. On s'est quitté un peu comme ça à la fin et je le regrette. Donc s'ils m'écoutent, je veux leur dire merci. Ouais, on vous sent très ému, hein, Philippe Juvin. Merci pour ce témoignage. On a vu aussi cet aspect psychologique. Des cellules de crise sont mises en place. Les gens ont besoin de parler, c'est ce que vous avez ressenti? Oui, les gens ont besoin de parler, mais y compris les équipes d'ailleurs. Donc on a eu un psychiatre toute la nuit avec nous qui a vu les gens, qui les a aidés ainsi que les familles, parce qu'on avait aussi les familles qui arrivaient en disant on n'a pas de nouvelles, etc., le temps que tout s'organise. Donc le psychiatre était indispensable. Quelques patients sont rentrés chez eux dès cette nuit, parce qu'ils étaient blessés, mais faiblement. Il ne fallait pas qu'ils encombrent ceux qui étaient beaucoup plus blessés. Et on a demandé à ces patients de revenir. Donc il y a les patients qui sont revenus aujourd'hui, qui vont revenir demain, après-demain. Et ces gens-là, il va falloir que les psychiatres les voient. On va ouvrir aussi une possibilité pour que les équipes puissent voir un psychiatre dès lundi. Là, je reviens de l'hôpital. L'équipe de cette nuit, c'est l'équipe qui était là l'année dernière. Donc, typiquement, on a besoin de les prendre en charge aussi et de les accompagner parce que désormais, certes, il faut continuer à traiter ceux qu'on a, les patients que nous avons actuellement, mais il faut aussi se préparer, malheureusement, pour le coup d'après, parce que si on se prépare à ça, c'est pas pour savoir faire au cas où, c'est parce qu'on sait que ça va arriver. Hélène Conway-Mouret, on voit ce témoignage, ça montre bien la volonté de Daesh de cibler des civils innocents en France. Hein. Bien sûr. Moi, je voudrais rendre hommage au travail que vous avez fait. Enfin,
Absolument, quand je dis vous, c'est un vous collectif. Et je crois que c'est très important, que votre témoignage est très important de dire que vous êtes là, que vous êtes mobilisés, que les gens sont soignés, parce qu'il y a une énorme angoisse, une énorme inquiétude forcément pour tous ceux qui ont été touchés. On a vu circuler sur les réseaux sociaux des messages avec des visages de gens qui... Les familles n'avaient pas de nouvelles et cherchaient à en avoir. Donc, savoir que vous êtes mobilisés, que vous faites ce travail extraordinaire, c'est fantastique, c'est rassurant et je crois qu'on doit tous vous dire merci. Je leur dirai. Ouais. Alain Joyandet, une réaction à ce que vous venez d'entendre, c'est bien aussi la volonté de Daesh de cibler un peu n'importe qui dans la rue en France, avec pour la première fois, on l'a dit, ces kamikazes qui sont explosés sur le territoire français. Oui, c'est vraiment un terrorisme de masse, pour vraiment impressionner, pour essayer de nous faire capituler sur nos valeurs, sur notre organisation. Et le témoignage que l'on vient d'entendre montre que notre pays est grand, qu'il est fort. Alors évidemment, on essaie de se rassurer, mais on n'est aussi pas à l'abri que ce genre d'événements recommence. C'est pour ça que je pense que la mobilisation qui est en train de s'opérer, les mesures qui vont être prises, sont très très importantes pour essayer d'assurer au mieux la sécurité des Français. Et je pense que ces mesures 3 000 militaires supplémentaires annoncés François Hollande. Pardon ? 3 000 militaires supplémentaires notamment qui vont être déployés. Je crois qu'on n'échappera pas, dans les mesures d'urgence, on n'échappera pas à donner cette fois une vraie priorité, y compris d'ailleurs budgétaire, à l'ensemble de l'arsenal de sécurité pour protéger les Français. Il va falloir faire des choix. Se dire que là, vraiment, on est dans un moment fort où il faudra donner des moyens supplémentaires à nos forces pour assurer la sécurité. Mais pas dans le court terme. Ouais. Pierre Conessa, quand vous entendez Alain Joyandet qui dit qu'il va falloir s'attendre à ce type d'événement. Oui, de toute façon, effectivement, encore une fois, le terrorisme, sa stratégie est toujours de frapper à l'endroit où on ne l'attend pas et qui est le moins protégé. Donc on peut augmenter le dispositif Vigipirate autant qu'on veut. Il y aura toujours une manifestation sportive, un spectacle. Moi, je voudrais interpeller les pouvoirs politiques, parce que, bien entendu, il y a le moment de cohésion nationale, il y a les mois, etc. Mais il y a un certain nombre d'adaptations juridiques qui sont assez urgentes. Je vais vous en citer quelques exemples. Nous avons construit le droit d'asile en Europe dans les années 50, sur le reproche que nous nous faisions de ne pas avoir accepté les communautés juives persécutées par Hitler, et puis ensuite, dans les années 60, parce que nous avons ouvert aux combattants de la liberté le statut de réfugié politique, c'était les réfugiés d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, les islamistes qui ont constitué le Londonistan ne sont pas des combattants de la liberté. Donc il faut adapter notre droit d'asile au fait que ces gens-là ne sont pas des combattants de la liberté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons le cas des gens qui ont été condamnés, qui ont fait exécuter leur peine, et vous savez qu'en droit français, à partir du moment où on a exécuté sa peine, on est censé s'être amendé. Mais le problème, c'est quand ces gens sont des étrangers et qu'on nous explique qu'ils sont menacés dans leur sécurité si on les renvoie chez eux, ce qui, à mon avis, est un problème parce qu'on ne va pas les empêcher de vivre dans leur pays islamique, c'est un peu dommage, mais ils sont sanctionnés au point qu'on les assigne à résidence sur le territoire français. J'ai un exemple en tête, Saïd Arif. Saïd Arif, condamné donc pour la préparation, je crois, des attentats contre le marché de Strasbourg, fait sa peine. Il sort de prison, il est assigné à résidence parce qu'on ne peut pas le réexpédier à l'Algérie. Il s'échappe une première fois. On le rattrape en Scandinavie, on le ramène en France, il refait une deuxième peine, on l'assigne à résidence dans le centre de la France. La deuxième fois, il se sauve en volant la voiture de l'hôtelier. C'est la République qui est giflée dans des cas comme ça. Si ces gens sont assignés à résidence, on les met au Kerguelen. Moi, personnellement, c'est le territoire français. Il ne faut pas qu'ils restent au contact de leur public. On a le cas de Beignetou, qui fait son stage de brancardier. On le retrouve dans 2 attentats récents, dans l'attentat de Charlie et encore récemment avec l'attentat de Glab. Donc, encore une fois, on ne peut pas faire comme si les droits de l'homme étaient immuables. Les droits de l'homme doivent s'adapter aux populations. Alors, Alain Joyandet, les dernières remarques... Oui, Pierre Conessa, vous souhaitez interpeller les pouvoirs publics. C'est justement, quand vous dites que vous interpellez le pouvoir politique, c'est très bien d'ailleurs, parce que c'est le moment. Et on décrit beaucoup les pouvoirs politiques, mais on voit bien que quand il se passe quelque chose comme ça, vers qui on se tourne? Vers les politiques. Et quand je dis qu'il faut donner des priorités, je ne parle pas uniquement budgétaire. Tout ce que vous venez de dire, je suis totalement d'accord avec vous. L'arsenal juridique, il va bien falloir le faire évoluer aussi. On est bien d'accord. Les propositions que nous avons faites, nous, sur le droit d'asile, justement, pour essayer de faire la part des choses entre le vrai droit d'asile et puis les faux. Vous savez bien qu'on sur les derniers chiffres en 2012, 80% des demandeurs d'asile ont été refusés. Ça veut dire qu'il y a 80% qui sont des faux demandeurs d'asile. Combien ont été renvoyés chez eux? Même pas 5%. Ils sont toujours sur le sol français. Donc c'est tout ça l'arsenal qu'il va falloir évidemment préciser, renforcer, avec des moyens budgétaires, parce qu'on dit qu'on peut mettre autant de policiers qu'on veut, nos forces de l'ordre.
l'arsenal de sécurité est quand même actuellement très sollicité. Il y a toutes les opérations à l'extérieur, on envoie nos militaires, avec un budget qui est quand même exsangue. On a vu qu'on a eu un débat là pendant plusieurs mois pour trouver quelques milliards qui manquaient au budget de la défense. Je pense que ça c'est fini. Il faut se dire il y a des choses il y a des choses dont on peut se passer et il y a des choses dont on ne peut pas se passer. La priorité c'est la sécurité des Français. Philippe Juvin, et j'ajoute sur le droit d'asile, l'évolution juridique doit aussi se faire en collaboration avec nos pays voisins. Moi, je suis frappé de voir que les régimes et même la mise en œuvre de l'asile est extrêmement différent d'un État de l'Union européenne à un autre, d'un État de Schengen à un autre. Et donc, à partir de là, il y a une situation de supermarché où les gens vont là où c'est le plus favorable. Et deuxième point... Philippe Juvin, je rappelle aussi que vous êtes député européen et maire Les Républicains de la Garenne-Colombe, en plus de votre casquette de chef du service d'urgence. Et dans notre discours, je pense qu'il faut arrêter aussi d'avoir des préventions de jeunes filles. Quand il y a des débats à n'en plus finir pour savoir si c'est mal ou bien d'avoir tué un Français qui est parti là-bas combattre, il y a toujours le cœur des vierges effarouchées qui vous expliquent « Ah, c'est terrible, c'est un Français, l'armée française a tué un Français. » Je suis désolé, mais l'armée française a tué un Français qui voulait la mort de la France. Donc la nation, c'est l'amour de la France. Et quand on n'a pas l'amour de la France, eh bien on ne mérite pas d'avoir la protection de la République et de toutes ces traditions humanistes. Voilà. Hélène Conway-Mouret, au regard de tout ce qu'on a entendu sur ce plateau, parce qu'on voit Pierre Conessa qui indique qu'il faut peut-être privilégier la voie diplomatique plutôt qu'une voie interventionniste avec des frappes aériennes en Syrie. Ce que vous disiez tout à l'heure. On va faire agir là-dessus. Mais c'est ce que Laurent Fabius dit depuis le début, à savoir que c'est une solution diplomatique, politique qui devrait prévaloir, à ceci près qu'en effet, il a avancé une condition vis-à-vis de Bachar al-Assad. Certes, mais enfin, la France n'est pas toute seule non plus à négocier. Donc c'est vrai qu'autour de la table des négociations, sa voix a été entendue notamment sur les négociations sur le nucléaire iranien. Je crois que la ligne de la France était bonne parce qu'il fallait des contrôles et que tout ce que la France a pu ajouter allait dans le bon sens. Maintenant, pour la Syrie, je crois que la situation est quand même incroyablement complexe et ce n'est pas en effet à l'Occident seul ou à la France seule de décider ce qui pourra se passer là-bas, d'autant que nous avons un certain nombre de partis qui sont en guerre les uns contre les autres et que notre cible, je pense, est quand même de toucher Daesh et de frapper Daesh pour l'instant. Pour l'instant. Alors, Philippe Juvin, sur ce point-là, de toute façon, il est vrai. Je voulais simplement dire un mot pour l'arsenal juridique. Je crois que nous avons fait quand même de gros progrès récemment, notamment avec le projet de loi sur l'asile, où nous sommes en effet maintenant enfin calé sur ce qui se fait ailleurs, à savoir qu'il ne faut plus 2 ans ou plus pour qu'une demande d'asile soit prise en compte. Il faut maintenant 6 mois. Donc je crois que nous avons fait de gros problèmes. La première réponse tombe au bout de 60 Oui, mais enfin nous avons progressé et je crois qu'il y a surtout ce qu'il faudrait. Le projet de loi sur le renseignement allait dans le bon sens aussi. Nous avons progressé. Sur la question que vous avez abordée tout à l'heure de l'intervention militaire en Syrie, puisqu'on en parle toujours, c'est vrai, la complexité est immense parce qu'il n'y a pas une guerre, mais il y en a 3 à 4, on le sait bien. Toutefois, reprenons les choses, comme disait le général de Gaulle, aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Pas simplistes, mais simples. Nous avons des ennemis aujourd'hui. Ces ennemis, les ennemis de ces ennemis, c'est qui? Les ennemis de ces ennemis, ce sont les Russes, ce sont les Iraniens, c'est le Hezbollah, ce sont les chiites. Eh bien, dans un monde imparfait, parce que le monde est imparfait, moi je préfère m'allier avec les ennemis de mes ennemis, et puis un jour on verra. Mais il faut cesser de faire la guerre à Poutine, il faut cesser de faire la guerre à l'Iran, moi qui suis un grand ami d'Israël, je dis ça, et donc il faut évoluer là-dessus. Philippe Juvin, s'il vous plaît, on va voir Hélène Conway-Mouret, on va voir aussi les conséquences au niveau politique, au niveau intérieur, avec Mickaël Zamès qui nous retrouve sur ce plateau. Bonsoir Mickaël, je le disais, on va donc voir toutes ces conséquences sur la politique au niveau national, engendrées par ces attaques. Manuel Valls, le Premier ministre, était l'invité du 20h de TF1. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Nous devons anéantir les ennemis de la République, expulser tous ces imams radicalisés comme nous le faisons, déchoir de la nationalité ceux qui bafouent ce qu'est l'âme française, et nous le faisons également. Il n'y aura pas un moment de répit pour ceux qui s'attaquent aux valeurs de la République. Donc cette action, nous allons la poursuivre avec, encore une fois, les moyens de l'État de droit, et fort, mais fort, parce que nous devons être forts du rassemblement des Français. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'unité et le rassemblement qui est, comment dire les choses, notre bouclier face à cette guerre qui nous a été déclarée.
Voilà. Alors, je remercie Hélène Conway-Mouret, vous devez partir. Merci d'avoir participé à ce débat. Alors, Mickaël, on a entendu le Premier ministre qui n'hésite pas à employer ce vocabulaire guerrier. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré. Il y a une forme de surenchère sur la sécurité, sécuritaire même. Une forme de surenchère déjà sur le fond et puis sur la forme. Je vais commencer par le fond. Vous avez entendu tout ce qu'a dit Manuel Valls. Il laisse même la porte ouverte à des propositions des Républicains, notamment de Christian Estrosi, pour les centres de rétention pour les individus qui sont classés en fiche S. C'est la première fois qu'il va aussi loin. Il répond donc à une forme de surenchère sécuritaire qui est là depuis ce matin avec Nicolas Sarkozy d'une part et puis Marine Le Pen qui en a rajouté un petit peu dans la matinée. Cette forme de surenchère, on la retrouve aussi dans son vocabulaire, parce que c'est vrai que c'était un vocabulaire extrêmement guerrier. Alors on comprend très très bien également qu'il fallait rassurer la population aujourd'hui, montrer aussi l'autorité de l'État, cette fameuse autorité de l'État qui est décriée par l'opposition. Alors aujourd'hui, l'unité nationale dont on parlait, elle a explosé en vol, bien entendu. Et donc Manuel Valls, il a employé des mots de combat. Il a employé le mot en guerre 4 fois dans son intervention. Il a employé de coup par coup, de répondre coup par coup à cette armée. Voilà. Là, sur la forme, on est sur une personnalité politique qui a décidé de transgresser les mots qui sont habituellement ceux employés par le Parti socialiste. On est dans cette réponse que les Français attendent. Et ça, Manuel Valls, il en a l'habitude, lui, l'ancien ministre de l'Intérieur. Ouais, Mickaël, François Hollande a également, dès hier, lors de sa courte intervention télévisée, c'était peu avant minuit, déclaré « Nous savons d'où vient l'attaque, qui sont ces terroristes ?» Et ce matin, eh bien, avant la revendication officielle de l'État islamique, le chef de l'État dénonçait déjà un acte de guerre commis par une armée terroriste Daesh. On l'écoute. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste. Et l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est également entretenu avec François Hollande. Il doit d'ailleurs le rencontrer dès demain. Il réclame des inflexions majeures en matière de sécurité. Je vous propose tout de suite d'écouter le président des Républicains. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Notre devoir est de prendre en compte l'extrême gravité de la situation et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'action. Rien ne peut être comme avant. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. Notre politique de sécurité intérieure également. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. Inflexion majeure, on l'a entendu, Mickaël, pour assurer la sécurité des Français. Oui, c'est même Nicolas Sarkozy qui a un peu brisé ce message d'unité qui n'a presque plus lieu d'être au niveau politique aujourd'hui, parce que les Français, ce qu'ils attendent, ce sont des actes. On n'est plus dans cette espèce d'ambiance qui a régné après l'esprit de Charlie, après le 11 janvier. Là, la politique a repris ses droits. La campagne des élections régionales, elle est un petit peu coupée pour l'instant, mais on sent que la politique, là, elle a repris ses droits. Alors, en ce qui concerne François Hollande, il y aura des mesures qui seront annoncées à partir de lundi. C'est pour ça que Manuel Valls, ce soir, n'a pas pu dire grand-chose de très précis. Donc, François Hollande va peut-être reprendre la main après que les parlementaires qui vont s'exprimer au Congrès à partir de lundi. Quant à Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'il se classe là aussi sur une forme d'attaque vis-à-vis du gouvernement, sans le dire très précisément, parce qu'il y a ce message d'unité dont il a besoin, l'autorité de l'État, encore une fois, ce fameux laxisme, l'inflexion de la réflexion politique de sécurité qui est menée actuellement par le gouvernement. Il demande des actes très précis. Ce débat, il va continuer sur l'autre terme qui est la guerre. Quelle guerre aujourd'hui ? Comment on répond à la guerre? Et là, Nicolas Sarkozy parle de guerre totale, alors que François Hollande dit que ce qui s'est passé en France, à Paris, ce sont un acte de guerre. On verra le message qui sera envoyé en Syrie, notamment, parce que le débat il va forcément arriver sur le terrain de la Syrie, savoir s'il faut des troupes ou pas au sol. Ce débat,
c'est certainement le prochain débat politique qui va arriver. Et puis, fameuses lois d'exception qui vont certainement aussi arriver très vite. Et là, le débat politique va reprendre des forces quant au Front National, évidemment. Et c'est empressé de réagir, ça vous l'imaginez. Ouais, Jérôme Sainte-Marie qui est de retour sur ce plateau. Jérôme, c'en est fini hein, de cet esprit Charlie. On a tout de suite vu à la fois dans l'intervention de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy, Mickaël disait, bien un tabou hein, qui était brisé. Oui, c'est très différent de la situation après Charlie Hebdo dans l'opinion et d'un point de vue même idéologique. Alors déjà, la dimension antisémite n'apparaît pas, si vous voulez, pas apparente dans ces actes-là, c'est quand même une variation importante. Et surtout, la dimension là extérieure est beaucoup plus présente. Il y a un autre aspect qui me frappe beaucoup, et ça se voit très prosaïquement dans les photos de profil. Vous savez, sur Facebook, on n'est pas sur les visuels « je suis Charlie », on est uniquement sur les portraits qui sont maintenant bleu, blanc, rouge. Et là, aujourd'hui, on ne parle plus que de nation. D'ailleurs, puisqu'on est en guerre, ça renvoie à un imaginaire national, et c'est la question. Et là, l'Europe est totalement absente, même des discours des politiques, même de ceux de ses partisans, et la question de Schengen va être importante. Pour dire les choses autrement, disons-le très clairement, c'est bien la vision du monde du Front National qui s'impose, et d'ailleurs, dans le débat qu'il peut y avoir entre la droite et classique et la gauche classique, eh bien au fond, il y a ça reste un côté un match nul. Les uns ont détruit la Libye, les autres ont détruit la Syrie. Pour l'essentiel, il y a comment dirais-je, il y a une communion de vues sur la crise des migrants, sur l'espace européen, pour ceux qui sont à la tête, pas pour certains parlementaires bien entendu. Et vous avez là, à mon avis, un écart qui est beaucoup plus important entre le Front National et le reste de la classe politique qu'entre la gauche et la droite aujourd'hui. Oui, alors Alain Juppé, hein, l'ancien Premier ministre également, maire Les Républicains de Bordeaux, était quant à lui sur France 2 et il demande, vous allez l'entendre, une clarification des buts de cette guerre. On l'écoute. Il y a la dimension internationale, il est indispensable de clarifier les objectifs de la coalition qui aujourd'hui n'est pas efficace. Donc, moi j'étais sur la ligne du gouvernement, ni Daesh, ni Bachar. Ce soir ? Aujourd'hui, j'ai déjà écrit ça il y a quelques jours, il y a des hiérarchies, il y a des priorités, il faut écraser Daesh. Et puis ensuite, nous verrons comment organiser la réconciliation des Syriens en changeant les équipes de Damas. Mais priorité à écraser Daesh, ce qui veut dire que nous devons clarifier nos buts de guerre, non seulement avec les Américains et avec nos partenaires arabes, mais aussi avec les Turcs et avec les Russes. Il faut s'y mettre tous, parce que c'est vraiment un défi de ce que nous avons de plus essentiel. Ce sont des valeurs profondes qui sont en cause. Mickaël. On a dépassé, ça y est, on est sur ce débat de la Syrie dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse coalition dont Nicolas Sarkozy avait parlé au discours de La Baule, c'était fin août, début septembre. Donc ça y est, le débat, il est sur la table aujourd'hui. Quel objectif en Syrie? Les troupes au sol ou encore les frappes aériennes qui continuent aujourd'hui et qui risquent d'arriver très fortes aussi en réplique dans les jours qui viennent, comme a annoncé Manuel Valls ce soir. Ouais, merci Mickaël. Alain Joyandet. Les troupes au sol, les troupes au sol sont absolument indispensables. On le dit depuis très longtemps. La seule chose qu'on ne dit pas, c'est qu'on ne parle pas de troupes européennes. On parle de troupes régionales qui soient coordonnées avec les aviations des différentes coalitions qui interviennent. Mais les avions sont totalement inefficaces s'il n'y a pas au sol des personnels pour les renseigner et pour compléter l'action des différentes aviations. Mais personne n'a dit, en tout cas pas nous, qu'il fallait envoyer des troupes européennes au sol pour aller s'enliser dans un combat. Tout à l'heure, on parlait de cette complexité chiite, sunnite. Bon, c'est une autre chose. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faudra bien que la diplomatie reprenne ses droits, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans la mise en place d'un rapport de force. On nous fait la guerre, donc il faut répliquer et il faut faire la guerre. Les troupes au sol, il en faudra. Mais il faudra une coalition. D'ailleurs, il y en a déjà. Il y a déjà des troupes, évidemment, au sol, y compris des Iraniens, des Russes. C'est tout simplement... Avec ce risque que ça renforce le sentiment de croisade que nous décrivait Pierre Conessa tout à l'heure. Oui, bien sûr. Si on fait cette coalition, je veux dire, on est totalement dans le schéma l'Occident contre le reste du monde. Non, moi je suis opposé à toute forme d'intervention dans ce conflit. Parce que, encore une fois, les caractéristiques même de ce conflit ne donnent aucune légitimité à des interventions extérieures. Il y a 4 guerres en une. Il y a la guerre des Turcs contre les Kurdes, il y a la guerre des Sunnites contre les Chiites, il y a la guerre de Daesh contre le reste des musulmans, parce qu'il massacre quand même d'abord plutôt des musulmans. Et puis arrive au milieu de tout ça les Occidentaux qui disent « mais nous sommes le droit, la justice et les bons principes ». Donc ça, je suis absolument opposé à toute cette forme de coalition. Ouais. Deuxième chose, le terme de guerre. Quand vous en parlez avec des salafistes djihadistes, ils disent « mais c'est vous qui nous avez déclaré la guerre, c'est pas nous qui vous la déclarons. Nous avons une action de rétorsion. » Et il est difficile de leur dire le contraire.
C'est vrai qu'on a difficile quand même de commencé faire sur la... marche arrière, Pierre Conessa. Est-ce qu'on Ah a vraiment ben le oui, mais choix, là, je veux dire, c'est le travail du politique. Reconnaître, comme on l'a fait en Algérie, vous savez, rappelez-vous, 24 mois de service pour finalement, au bout du compte, qu'il y ait le général de Gaulle qui dise autodétermination. Il faut parler, il faut négocier, même avec nos ennemis. Si on ne négocie pas avec ses ennemis, on négocie avec qui? On négocie avec ses alliés. C'est la conférence de Vienne. On discute, mais il n'y a aucun des partenaires. Je termine sur un autre aspect. Oui. Sur ce plan, si vous me permettez, sur ce plan, une seconde, il y a quand même quelque chose qui est différent par rapport aux références historiques que vous employez. C'est qu'on a en face de nous des gens dont, quand même, le djihad, c'est quand même de nous imposer et d'imposer à l'ensemble du monde cette façon de vivre qui n'est pas la nôtre. C'est quand même une guerre de civilisation. C'est pas uniquement une guerre territoriale. C'est pas uniquement la reconstitution d'un califat. C'est quand même le djihad, et le djihad, il est quand même tourné vers nous. Est-ce que François Hollande, on va laisser aussi Jérôme Sainte-Marie s'exprimer. Est-ce que François Hollande pourrait compter sur le soutien de l'opinion publique s'il devait engager des troupes au sol? Oui, alors effectivement, sur les troupes au sol, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement d'actualité. Il semblerait qu'on ait plutôt la solution qui a été d'ailleurs proposée, voire imposée par les Russes, finalement, de soutien à... encore une fois, il s'agit quand même d'États. On parle toujours de manière, justement, comme occidentaux, des pays arabes, comme s'il n'y avait pas d'État, etc. Non, il y a des États, il y a une égalité, il y a des gens aussi qui se battent, etc. Et donc, vous avez, par rapport à l'opinion française, je crois que, comme toujours, si les buts de guerre sont annoncés, l'opinion française est aujourd'hui disponible pour un discours de guerre, c'est-à-dire un discours d'anticipation, de sacrifice. Les Français, dans les sondages, dès le départ, depuis des mois, se disent que des Charlie Hebdo, il va y en avoir d'autres en quelque sorte. Les attentats, les gens les attendaient en quelque sorte. Tout le monde comprend très bien qu'il y aura d'autres attaques, des attaques très cruelles. Ça ne peut être supportable par l'opinion publique que si, encore une fois, les buts de guerre sont annoncés. Je crois que l'opinion publique a conscience du fait qu'il y a un danger qui doit être combattu. Ouais, alors en tous les cas, une des conséquences aussi de ces attentats, c'est que la campagne pour les régionales est suspendue. Je vous propose de voir toutes les réactions politiques avec Faustine Saint-Geniès et on se retrouve tout de suite après pour continuer le débat. Paris attaqué, ses élus mobilisés. Cet après-midi, Anne Hidalgo, entourée des maires d'arrondissement, a tenu à renouveler ses hommages aux très nombreuses victimes de ces attentats. Beaucoup de familles parisiennes sont dans la douleur. Elles ont perdu des proches, souvent des jeunes, des très jeunes. Et cette douleur, nous la partageons bien sûr avec eux. Des hommages également aux forces de l'ordre et au personnel de santé. Mais pas question pour autant de céder à la peur pour Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente de l'opposition au Conseil de Paris. On ne se laissera pas abattre parce que justement on est fort de ça, on est fort de ces valeurs de liberté et on continuera à se tenir debout. Se tenir debout et surtout unis, c'est le message entonné par l'ensemble de la classe politique. J'en appelle à la concorde nationale. Je remercie le président Nicolas Sarkozy et tous les responsables politiques d'apporter leur concours à cette union. Une unité de façade, car déjà les critiques fusent, notamment du côté du Front National. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Après ces attentats d'une ampleur inédite sur le sol français, les partis et les candidats ont décidé de suspendre la campagne pour les élections régionales de décembre prochain. Et puis sachez qu'un bureau national s'est également tenu au Parti socialiste ce soir. Les responsables prônent d'ailleurs la concorde et l'union nationale. Écoutez ces réactions au micro de Mounir Soussi et de Louis Sibyl. Soutien, concorde et à travers cette minute de silence, des mots très forts qui ont été échangés sur l'ampleur du carnage, la solidarité avec les victimes. La chose que les Français attendent de nous, c'est que nous sachions mettre nos mouchoirs dans nos poches et éviter des polémiques inutiles dans un moment où l'évidence, c'est que Daesh cherche à diviser la communauté nationale. Il tape pour frapper les esprits et pour terroriser et pour dresser les Français les uns contre les autres. Et la seule manière de répondre, c'est d'affirmer clairement l'union nationale. Et il y a une deuxième manière aussi, c'est de renforcer considérablement le renseignement.
Oui, Mickaël, toutes ces réactions autour de ce mot, unité nationale, concorde, un discours qui va avoir du mal à tenir. Hein, c'est le cas aujourd'hui, c'est tout simplement factuel, c'est-à-dire que le discours d'unité nationale, il existe quand on rend hommage aux victimes, quand on rend hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers, mais dès qu'on parle de politique, d'actes, de choix politiques, de lignes politiques, là, on rentre dans un autre sujet. On rentre à l'intérieur et on regarde très précisément ce qui est fait. Aujourd'hui, les Français vont devoir regarder ce qui a été fait, regarder le bilan et ils demandent des actes concrets. Actes concrets, on ne sait pas encore ce que ça pourrait être très exactement. Ça, François Hollande, seul peut-être lui-même a la clé à cette réponse. On sait bien aussi qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a l'unité, mais on demande aussi également des actes concrets, on demande des précisions. Et quand le discours ce soir de Manuel Valls va sur un discours un petit peu plus sécuritaire, on sait bien qu'à l'intérieur du Parti socialiste, ça grince un petit peu encore. Ouais, merci Mickaël. Nous sommes en ligne à présent avec la sénatrice UDI-UC de Paris, Chantal Jouanneau. Bonsoir Chantal Jouanneau. On l'a entendu dans la bouche de ces élus socialistes, cet appel à l'unité nationale, une unité fragile selon vous. Est-ce que c'est également le message que vous souhaitez relayer ce soir, cet appel à l'unité? C'est une unité nationale dans le deuil, c'est absolument certain. Face à la décision de déclarer l'état d'urgence et toutes les mesures qui iront dans le sens d'une plus grande sécurité de nos concitoyens. Ensuite, je pense que nous aurons un débat sur le contenu des mesures à prendre et même au sein du Parti socialiste, je pense qu'il y a des divergences sur le contenu des mesures à prendre. Mais ça, ce sera dans un second temps. Nous sommes encore dans une période de deuil et nous n'avons pas encore tous les éléments aussi sur comment ces attentats ont